Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer un peu notre cours d'ingénierie de fondation, toujours chez le chapitre numéro un. Alors, aujourd'hui, on va parler des sols non saturés, mécanique des sols non saturés. OK? Donc, c'est la partie 7, septième partie de ce chapitre, concept des mécaniques des sols non saturés. OK? Donc, mécanique des sols non saturés, ça concerne tous tous les paramètres qui sont liés à un sol quelconque qui n'est pas 100% saturé. Donc, c'est encore plus complexe. Et vous avez besoin de comprendre ça pour faire des dimensionnements des fondations sur ces genres de sol. Parce que souvent, il arrive que sur certains chantiers, le sol n'est pas 100% saturé, il n'est pas à 100% aussi sec. Donc, c'est un sol, on va dire, non saturé. Donc, pour ces genres de sol-là, vous avez besoin de plus de paramètres pour les calculs. Je prends un exemple ici, l'exemple qui est présenté ici. Ça, c'est une coupe verticale d'un sol, par exemple. Vous avez ici le bedrock, la couche imperméable qui est là, donc qui confine euh, de l'eau. On va dire que c'est un aquifère. Donc l'aquifère là, il y a de l'eau qui passe ici. Ok. Donc cette eau qui est ici, naturellement, elle est saturée à 100%. Et le niveau de l'eau dans le sol est là. Et il y a une frange capillaire, c'est-à-dire les remontées capillaires là, font que cette zone en surface là, cette zone juste au-dessus du, du niveau de l'eau, cette zone-là est aussi saturée. Ok. Donc, plus vous allez en hauteur, plus le degré de saturation diminue. Ok. Jusqu'à, parce que en haut là, ici là, ça va diminuer parce qu'il y a les évaporations et tout. Mais cette zone-là, si vous prenez les sols dans cette zone, vous allez voir que le sol est humide. Donc, il y a de l'eau, mais l'eau n'a pas saturé tous les pores du sol. Donc là, on va parler d'un sol non saturé. Et si vous devez poser votre fondation, que ce soit fondation profonde ou superficielle, quelque part ici, parce que vous ne pouvez pas construire naturellement directement sur la couche végétale, ici, votre fondation, il faudra creuser un peu. Ouais. Donc, imaginez que vous creusez, vous allez vous trouver dans cette zone-là. Votre fondation va se trouver posée sur cette zone-là. Comment ce sol-là va se comporter? Est-ce que vous voyez? Quelles sont les déformations qui ça va poser? Est-ce que c'est la même chose que si le sol-là était à 100% saturé? Est-ce que c'est la même chose que si le sol-là était sec, il n'y avait pas d'eau du tout? Vous voyez? C'est vraiment complexe et malheureusement, et en mécanique des sols, en géotechnique, mécanique des sols non saturés là, est souvent négligée. Pourtant, le comportement du sol non saturé est complètement différent d'un sol qui est 100% saturé ou bien d'un sol qui est sec. OK? Donc, contrainte effective, on va parler de ça d'abord. Donc, des souterrains, ouais, on va dire des sols qui sont insaturés, non saturés là, sont couramment sur les chantiers de construction. Mais la mécanique des sols insaturés là, comme je le disais, est souvent négligée quoi, dans la conception géotechnique. Le plus souvent, on néglige ça. De nombreux problèmes de ces genre de sols non saturés là sont résolus en supposant que les pressions interstitielles sont positives, c'est-à-dire en supposant que le sol est saturé, alors que c'est pas vrai. Et ils le font même si il y a des, ici c'est pas aspiration, il y a de la succion. On va parler de la succion, on va voir tout ça tout de suite. Les capillarités là, ok? La force de cohésion entre les sols. Alors que les sols non saturés là,
Pour le comprendre, il faut comprendre plusieurs, c'est comme si ça involve plusieurs disciplines. Ok? L'hydraulique, il faut comprendre l'hydraulique. Mécanique, de la mécanique, il faut. La physique des interfaces. Parce que, par exemple, ici, vous allez avoir interface euh, sol saturé, sol non saturé, par exemple. Donc, il y a la physique des interfaces qu'il faut aussi comprendre pour comprendre à 100% mécanique des sols non saturés. Donc, ici, quand vous prenez cette coupe-là, il y a une frange capillaire juste au-dessus de la nappe phréatique. Le niveau de l'eau est là et la frange capillaire là, vous voyez cette zone-là. Il n'y a pas de l'eau, mais c'est saturé à cause des remontées capillaires. Okay? Et plus vous montez, plus l'humidité va diminuer. Okay? Les pressions interstitielles là, qui sont réduites près de la surface, les pressions interstitielles là, seront réduites parce qu'il y a l'évaporation. Avec le soleil, l'eau va s'évaporer. C'est ça qui fait ça. Donc, c'est ce qui fait que nous avons de la scission. C'est pas aspiration ici, hein, la scission. Il faudra que je corrige ça. OK? La scission et éventuellement, le sol sera désaturé, c'est-à-dire le sol va être sec. Principalement autour de ici, la surface ici. OK? Mais comme c'est un aquifère, ça veut dire qu'il y a l'eau là, permanemment, il y a de l'eau dans le sol. Donc, en permanence, nous avons de l'eau dans le sol, ce qui fait que cette eau-là, avec les remontées capillaires, ça fait que cette zone-là, peut-être est permanemment non saturée. Il y a de l'eau, mais l'eau là n'a pas saturé les pores. Donc, là, c'est la mécanique de si vous allez sur un chantier et puis vous avez un problème comme ça, vos fondations seront si, sur un sol non saturé, c'est-à-dire la majeure partie de l'année, ça sera comme ça. Donc, si nous prenons ici un sol qui se trouve dans cette zone, supposons que ici, là, cette zone est saturée, non? On prend une coupe microscopique, on va avoir quelque chose comme ça. Ici, les grains de sol, et puis dedans, nous avons maintenant l'eau, l'eau qui a rempli tous les pores qui sont dans les vides qui sont dans le sol. Parce qu'on vous a dit qu'en mécanique du sol, on vous a dit que le sol là, il y a trois phases. Il y a la phase liquide, la phase solide et la phase gazeuse. Donc, phase solide, ce sont les grains solides du sol. Phase liquide, c'est l'eau. C'est pas tout le temps de l'eau. Ça peut être autre liquide qui remplit les pores, les vides qui sont dans les pores. OK? Et la phase gazeuse, ça, souvent, c'est l'air. Bon, ça, c'est pas forcément de l'air. On va dire du gaz. Ça peut être d'autres gaz naturels qui sont dans, dans les vides du sol. OK? Donc, ici, si on prend le sol ici, on aura ces cas-là, où tous les vides sont remplis d'eau. Si on prend peut-être la partie supérieure ici, en haut ici, vous allez voir peut-être que s'il n'y a pas d'eau, le sol est sec. Donc, tous les vides là sont remplis d'air, de l'air uniquement. Par contre, si on prend dans cette zone non saturée, ici, là, vous allez voir qu'il y a et de l'eau et de l'air qui sont dans les vides. Les deux coexistent. Okay? Donc, ces deux-là vont créer ce qu'on appelle la scission. Et la scission, là, puisque la pression interstitielle, et ça, là, c'est la pression interstitielle de l'air. Et là, c'est la pression interstitielle de l'eau, puisque les deux coexistent. Donc, S, qui est la scission, là,
UA moins UW. Ça, c'est la pression de l'air, ça, c'est la pression de l'eau. Et comme pour un sol non saturé, la pression interstitielle de l'eau, là, elle est négative tout le temps. Ce qui fait que la session, là, la scission, pardon, dans le sol non saturé est toujours positive. Toujours. Donc, j'espère que c'est compris, hein. Et c'est cette scission-là, en fait, c'est une force qui fait que les grains du sol là sont collés entre eux. Les grains du sol sont, c'est-à-dire, il y a une attraction. C'est à cause de cette scission-là, effectivement. Et c'est à cause de cette même scission-là que vous pouvez construire un château de sable dans, à la plage comme ça. Ok? La force d'attraction entre les grains du sable. C'est ça la scission ici. Pression de l'air moins pression interstitielle de l'eau. Parce qu'il y a de l'eau et de l'air dedans. Donc les vides là ne sont pas totalement remplis d'eau. Donc c'est ça qui fait que c'est comme ça. Dès qu'il y a le soleil et puis et les sables là sèchent complètement, vous allez voir que le château va s'écrouler facilement. OK? Donc la scission. Cette scission là, elle est vraiment importante dans mécanique du sol, dans la mécanique des sols non saturés. C'est la scission là qui commande tout, en fait. Donc si on prend, on vérifie comment cette scission là, elle va varier, elle va changer en fonction du degré de saturation. Ça, c'est une référence du journal des géotechniques canadien. Ici, nous avons degré de saturation. Là, c'est la scission. Donc, on voit que cette zone-là, la zone capillaire. Donc, ici, on peut dire que c'est le sol est saturé. OK? La zone capillaire, cette zone-là, ici, là, capillarité. Donc, arrivé à un moment, le sol devient sèche, c'est-à-dire les degrés de saturation diminuent. À un moment donné, on aura à ce point-là où l'air va rentrer. Donc, cette zone-là, ces points-là, on va appeler ça en anglais, ce qu'on appelle en anglais air entry zone, air entry value, c'est-à-dire valeur d'entrée d'air. Donc, on voit ici des petites parties blanches. C'est ça l'air. Le bleu, là, c'est l'eau. Donc, là, on va voir une courbe qui décroît. Donc, la saturation diminue et ça augmente un peu la scission. Et cette courbe-là, la pente de la courbe va dépendre du type de sol, en fait. Ça dépend du type de sol. Et vous voyez ici, il y a plus de vide. Donc, plus ça progresse, plus il y a de vide. Ainsi de suite. Arrivé ici, il y a quelque chose qu'on appelle la zone résiduelle. Cette zone résiduelle-là, c'est-à-dire, c'est les particules du sol sont là, mais l'eau est collée. C'est comme de l'eau liée. L'eau qui est collée au grain du sol. Ok? C'est tellement petit. Donc, voici un peu comment la scission là, augmente en fonction des degrés de saturation. Et ici, on a un exemple des conductivité hydraulique du sol qui aussi décroît de la même manière, okay, en fonction de la scission. La référence est là, vous pouvez aller lire et télécharger si vous voulez. Donc, ce qu'on a ici comme question maintenant, c'est que quand vous avez votre fondation ici, vous voulez faire les fondations ici dans cette zone, vous creusez, vous placez vos fondations, la zone non saturée là.
quelle formule vous devez utiliser? Comment est-ce que la capacité portante peut être trouvée? Okay? Vous connaissez, pour ceux qui connaissent la capacité portante, la formule de la capacité des terres agrées. Donc, il y a des chercheurs qui ont proposé des formules un peu similaires à la formule des terres agrées pour proposer la capacité portante des fondations superficielles, par exemple, pour des sols qui sont non saturés. Okay? Voici un tableau qui montre un peu quelques références, du plus vieille référence, à la plus nouvelle, 2020 ici, 1997-2020. Donc ici, ces dés-là, je pense que pour sable mal gradé. Okay? Et là, cette formule-là, Vanpali là, 2013, c'est de l'argile avec une faible plasticité. Okay? Jusqu'à ici, cette formule aussi, argile, faible plasticité, c'est là aussi pareil, argile, faible plasticité. Et ici, en 2020, cette formule-là, c'est du sable mal gradé aussi, comme celle-là. Et la dernière maintenant, on va dire que c'est du sable tout court. Okay? Ça généralise de tout, quoi. Donc, vous voyez les paramètres, prendre C', c'est la cohésion, et le UA là, la pression qui est là, UA, on va dire que c'est la succion là, ça c'est la succion, les deux. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, on va revenir sur toutes ces formules-là quand on va aborder les chapitres sur les fondations dans des sols compliqués. OK? Sols non saturés. Voilà. Donc, ici, les contraintes effectives, comment on les obtient? On les obtient quand il s'agit des sols non saturés. OK? La contrainte effective à un endroit donné, on peut les obtenir avec cette formule. Sigma prime, contrainte effective, égale à sigma, la contrainte totale, moins la pression de l'air. On avait défini ça. Et ici, c'est la matrice de la scission là. Et ce coefficient-là, ici, c'est la pression du gaz, de vapeur ou de l'air, ce qu'on a dit. Et ce coefficient, ce paramètre est lié au degré de saturation. Quand le sol, ici la traduction est un peu mal donnée, mais quand le sol est sec, ce coefficient est égal à 0. Et quand le sol est saturé, ce coefficient est égal à 1. OK? Voilà. Donc, pour déterminer maintenant la valeur de ce coefficient-là, et pour un degré de saturation spécifique donné, nous avons besoin de faire des simulations expérimentales des conditions de chargement. OK? Quel que soit des déformations volumétriques ou des cisaillements. OK? Ils sont nécessaires. Donc, cette aspiration matricielle, aspiration ici, c'est la scission là. Hein. La scission matricielle là, cette matrice là, est une valeur clé. Vous avez vu dans les formules que j'ai données tout de suite là, il y a ces deux là. Est une variable clé de l'état de contrainte et ça contrôle le comportement mécanique des sols non saturés. Voici pourquoi dans la formule de la capacité portante là, et les deux sont là-bas. OK?
Donc, les méthodes de mesure de la scission matricielle, là, la scission, vous voyez ici, la traduction a bien donné. La scission matricielle sont essentielles pour prédire le comportement des déformations. On a besoin de ça. Donc, il y a des références, si vous voulez en savoir plus sur cette scission-là. Je vous invite à voir ces deux références-là. Donc, on va parler maintenant de la courbe caractéristique de l'eau du sol, ou courbe de rétention de l'humidité, courbe de rétention de l'eau aussi. Donc, c'est quoi on appelle en anglais les SWCC là. Okay? Ce sont les courbes caractéristiques, en fait. Courbes caractéristiques, water retention, et rétention d'eau. Donc, la courbe caractéristique de l'eau du sol, ce qu'on appelle en anglais SWCC, décrit une relation entre la teneur en eau volumétrique et le potentiel de pression de l'eau, c'est-à-dire la scission. Donc, c'est la teneur en eau, relation entre la teneur en eau et la scission. Comment est-ce que cette scission-là, la formule qu'on vous a montré tout de suite là, pression de l'air moins pression de l'eau, pression interstitielle de l'eau. OK? Pression interstitielle de l'air moins pression interstitielle de l'eau. Et c'est dès la même d'ailleurs, c'est un casse-tête pour les trouver. Donc, pour trouver la matrice de scission là, on vient de vous dire que c'est une clé. C'est la clé du succès même pour comprendre mécanique des sols non saturés. Mais il y a des formules qui peuvent vous aider. On va voir tout de suite. Moi, c'est une formule qui va vous aider à avoir ça. À avoir la valeur de ce qui est là. Et celui-là aussi. OK? Donc, la teneur en eau volumétrique, vous vous rappelez de la définition de la teneur en eau. On utilisait les masses. La masse de l'eau divisée par la masse du sol, la masse totale. Donc ici, la teneur en eau dont on parle, c'est la teneur en eau volumétrique. C'est-à-dire ici, au lieu des masses, on va parler des volumes. Volume de l'eau divisé par le volume total du sol. C'est pas la même chose que la teneur en eau, oméga, dont vous connaissez depuis toujours. Donc cela va montrer le rapport entre le volume de l'eau et le volume total. OK? Donc ce rapport-là, si ce rapport est petit, ça veut dire que le volume de l'eau est petit. Et quand le volume de l'eau est petit, vous avez vu tout de suite, la succion là va augmenter. On va voir ça tout de suite. Donc, la courbe qui donne la relation entre le rapport de volume là, c'est-à-dire le teneur en eau volumétrique, et la succion, cette courbe là, elle est typique pour chaque sol. Et souvent, vous avez besoin de cette courbe pour travailler, pour le sol. Donc, on a ici cette figure qui nous montre des exemples de ces courbes-là. Okay? Donc, ici, la figure, c'est là la A, montre des paramètres. Ça, c'est des paramètres typiques de cette courbe caractéristique water retention curve. Okay? Ça montre ici, vous voyez, la pression, la scission là. Okay? La scission, comment la scission va varier en fonction de la teneur en eau volumétrique. Okay? Là, c'est quand la pression de l'eau, pression interstitielle là, est négative, c'est-à-dire quand le sol est non saturé. Là, c'est quand c'est saturé. OK? Voilà. Les pressions positives, quand c'est saturé, la pression de l'eau
est positive. Quand c'est négatif, la pression de l'eau est négative. Quand c'est positif, la pression de l'eau est positive. Quand c'est négatif, je suis en train de dire la même chose en fait. Je veux dire que quand c'est non saturé, la pression de l'eau est négative. Quand c'est saturé, la pression de l'eau est positive. D'ailleurs, même, j'ai déjà dit ça dans la partie introductive. Donc ici, vous allez avoir une courbe comme ça. C'est juste une courbe caractéristique. Et voici un exemple ici des, des courbes là pour différents types de sols. Ça, cette courbe, c'est pour l'argile, par exemple. Là, vous avez pour un limon. Et ici, vous avez pour un sable fin. OK? Voici la référence aussi et revue canadien de la géotechnique. Donc, le sable, un sable, par exemple, va laisser facilement, libérer facilement de l'eau lors du drainage. OK? Tandis que quand vous prenez le limon et puis de l'argile, ça retient de l'eau, beaucoup d'eau, plus d'eau. Donc, cet état-là, comme je le disais, c'est volume de l'eau divisé par le volume total. Voilà, V, c'est volume total de l'échantillon du sol. Et VW, c'est volume de l'eau. Donc, comment, voici ici, volume de l'eau là, affecte la valeur de la succion. Ce rapport-là, le rapport volumétrique. Donc, vous voyez ici là, c'est quand ce rapport-là est nul. Ici, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau, c'est sec. Ici, quand vous êtes ici. Voilà, quand vous allez ici, vous allez voir comment la scission va augmenter quand ça diminue. Si on est ici par exemple, ça veut dire qu'ici, là, c'est presque saturé. Donc, si vous descendez, si je prends cette courbe pour les limons, par exemple, vous voyez, ça descend et ça veut dire que l'eau diminue. Quand le θ là diminue, ça veut dire que le volume de l'eau est en train de diminuer. Plus le volume de l'eau diminue, plus la scission là augmente, jusqu'à arriver à une valeur résiduelle. Voilà. OK? Donc, ces courbes-là, il y a des modèles, des gens qui ont proposé des équations empiriques pour ajuster les courbes là, pour différents types de sols. OK? Ici, on va montrer un exemple. Voici un exemple. Comment la valeur de θ là est obtenue. Vous voyez que ici, là, la valeur de θ est en fonction de la scission ici. Ça, c'est la scission. OK? Et ça, le θ qui est là, ça, c'est le teneur en eau, la teneur en eau volumétrique. Donc, cette formule-là est un exemple pour tracer la courbe caractéristique de rétention d'eau. OK? Donc, et ici, là, c'est la base de log naturel. C'est l'epsilon. OK? C'est expo, quoi. 2,218. Et C là, qui est fonction de la scission, OK, est une fonction de correction définie dans cette équation. Voici l'équation qui définit le C là. Et vous voyez, ln de tout ça. OK? Ici là, c'est point. Vous dit l'équation 1.30. D'accord? Ici, celui-là, c'est la scission correspondant à la teneur en eau résiduelle. C'est cette scission-là. Vous voyez? Teneur en eau résiduelle, c'est
et θ L. Quelle est la scission qui correspond à ça? Voilà. Donc, il faut avoir tous ces paramètres-là. Parce qu'ici, on a encore N, M et puis A. Et A, M, N, là, ce sont des paramètres d'ajustement pour ajuster, avoir une bonne courbe. Donc, il faut définir tous ces paramètres-là pour avoir donc la relation. Parce que ça, c'est comme si c'est une fonction de la teneur en volumétrique en fonction de la scission. Donc, ça change en fonction du type du sol. Souvent, vous êtes obligé de faire des essais au labo pour avoir cette fonction-là. OK? Donc, il y a des gens qui ont proposé aussi la valeur de ces coefficients-là. Voilà. Pour certains courbes, pour certains types de sols, pardon. OK? Donc, si je mets les deux équations là ici, donc, en utilisant la mécanique fondamentale des sols, mécanique des sols normale là, il est possible de trouver degré de saturation en utilisant les θ, c'est-à-dire la teneur en eau volumétrique divisé par N ici, N ici étant la porosité. Donc, S degré de saturation et N la porosité totale du sol. Donc, les paramètres utilisés dans les équations 29, ici 29 et puis 30, ces paramètres-là, N, A, M, et ici, celui-là, la scission qui correspond à la valeur résiduelle de la teneur en eau volumétrique. Ces valeurs-là, comme je vous disais, ces valeurs vont changer en fonction du type du sol. Donc, il y a des gens qui ont proposé, par exemple, ce tableau, pour les sables. OK? Par exemple, on va dire que si R, égale à 30 kN, θ S 0,45, les A, c'est 1,949 kPa, les M, 1,084, les N, 2,705. Donc, voici la référence qui donne ça. Encore une référence qui vient de la revue canadienne de géotechnique. Donc, ici, ces paramètres-là, cette référence, la personne qui a fait la recherche a utilisé du sable pour faire. Donc, si vous avez votre chantier, vous devez faire des expériences aussi pour savoir, pour pouvoir déterminer ces valeurs, pour pouvoir voir quelle est la valeur de la scission en fonction, ou bien la valeur de la teneur en eau volumétrique en fonction de la scission. OK? Donc, vous avez besoin de comprendre tout ça. Je pense que c'est tout, hein, de comprendre ça. On va revenir sur ces formules-là quand on va attaquer les chapitres sur les fondations et sur les sols compliqués, là. OK? Mais pour le moment, on a besoin que vous sachiez que ça existe, quoi. La mécanique des sols non saturés. C'est tout un programme. C'est comme mécanique des sols normal. Voilà. Mais ça, c'est pour les niveaux avancés, vraiment. Mécanique des sols, bon, ça, c'est les étudiants en deuxième année. Oui. Voilà, mécanique des sols non saturés, c'est master spécialisé en allant. Et c'est vraiment quelque chose qui est négligé, quelque chose qui est complexe aussi, et qui est négligé par les gens. Donc, merci beaucoup. On va revenir sur ça quand on va commencer les vrais dimensionnements. Voilà. J'espère que vous avez compris. Et à la prochaine. Merci bien.